Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un philosophe du XVIIIe siècle, Étienne Bonnot de Candillac. On va explorer ses œuvres philosophiques et sa thèse de départ, elle a de quoi secouer. Pour lui, tout, absolument tout ce qui se passe dans notre tête, nos pensées, nos souvenirs, nos rêves, tout ça ne viendrait que d'une seule chose, nos sensations. Le toucher, la vue, l'ouïe. Ce serait la seule et unique matière première de notre esprit. Et le plus savoureux, c'est qu'il présente ça comme étant la base d'une nouvelle métaphysique. Il dit que c'est la discipline qui peut nous rendre le plus lucides. C'est fou, alors que lui-même considérait les métaphysiciens de son temps comme, je crois, les moins sages des philosophes. Exactement, des gens qui construisaient des châteaux de fantasmes. C'est ce paradoxe qui est intéressant. En gros, il nous dit « Oubliez tout ce que font les autres, je vais vous montrer comment ça marche vraiment. C'est tout à fait ça. Son point de départ, c'est le philosophe anglais John Locke. Locke a déjà posé l'idée que tout vient de l'expérience, des sens, l'empirisme. » Oui, Mais Condillac trouve que Locke, il ne va pas assez loin. Il lui reproche une sorte de paresse. Locke dit, en gros, les idées viennent des sens, et ensuite l'esprit, qui a déjà ses facultés innées, comme la réflexion ou la mémoire, se met au travail. comme une usine qui reçoit de la matière première et qui a déjà toutes ses machines en place pour la transformer. Voilà, l'image est parfaite. Et Condillac, lui, il pose une question bien plus radicale. Et si les machines elles-mêmes? La réflexion, la mémoire. Et si elles-mêmes n'étaient pas là au départ? Et si elles étaient aussi construites à partir de cette même matière première? Son projet, c'est de montrer comment l'esprit tout entier, avec tous ses outils, émerge d'une seule brique, la sensation. D'accord, c'est un projet monumental. Alors, si on suit sa méthode, qu'il appelle l'analyse, il faut commencer par le tout début. C'est quoi? Le premier fil de la pelote. Le premier fil, c'est la perception, l'opération la plus simple. C'est juste l'impression qu'un sens produit dans l'esprit. Sentir le chaud, voir une couleur. Le degré zéro de la connaissance. Ok, Et tout de suite après, ou plutôt en même temps, il y a la conscience. attendez. Là, il faut que je suive. Pour moi, percevoir et être conscient, ce sont deux choses bien distinctes. Je peux percevoir passivement plein de choses sans vraiment en être conscient. Et c'est là que Condillac est subtil. Pour lui, ce n'est pas deux choses différentes. C'est, et il le dit, la même opération sous des noms différents. Ah oui, Pas la perception d'un côté et une sorte de projecteur conscience qui vient l'éclairer de l'autre. Non, percevoir, c'est être conscient. Point. mais alors, si percevoir c'est être conscient, en ce moment même je suis conscient de la lumière de l'écran, du son de ma voix, de la chaise, c'est un véritable chaos sensoriel. Comment l'esprit ne devient pas complètement fou? C'est une excellente question et ça nous amène à la troisième opération, l'attention. Pour Condillac, l'attention, ce n'est pas une faculté mystérieuse. C'est simplement le fait qu'une perception devienne si vive, si intense, qu'elle éclipse toutes les autres. Elle les efforce? Pas tout à fait, elles perdent juste en intensité. L'exemple qu'il donne est génial, celui du théâtre. Vous êtes dans une salle bondée, vous percevez des centaines de choses. Le voisin qui tousse, la chaleur. Mhm. Mais si la pièce est captivante, toutes ces perceptions s'effacent. Votre conscience de la scène est au maximum et la conscience du reste au minimum. Voilà ce qu'est l'attention. Une simple modulation d'intensité. D'accord, donc l'esprit sait faire le tri, mais comment il sait que la scène qu'il voit aujourd'hui est liée à celle qu'il a vue hier? Comment se construit cette continuité, ce sentiment d'être la même personne? C'est la brique suivante, la réminiscence. Quand une perception que vous avez déjà eue se représente, l'attention s'y attache de nouveau. Et là, la conscience dit deux choses, voici la perception et je l'ai déjà eue. C'est ce qui crée le moi. C'est ce qui constitue notre identité dans le temps. Sans la réminiscence, dit Condillac, chaque moment de sa vie lui paraîtrait le premier. On serait un nouveau-né à chaque seconde, sans histoire. C'est vertigineux. Donc, perception, conscience, attention, réminiscence, et tout ça, ce ne sont que des variations de la sensation. Mais on est encore dans un domaine assez passif, non? On réagit au monde. Oui, Comment on passe à un esprit qui agit, qui se représente des choses absentes? C'est là qu'interviennent la mémoire et l'imagination, j'imagine. exactement. Et il va les distinguer de manière très très fine. On a tendance à les confondre, mais pour lui, la différence est capitale. Alors, c'est quoi? L'imagination, c'est la capacité de faire revivre la sensation elle-même, même en l'absence de l'objet. Si je vous dis citron et que vous pouvez presque sentir l'acidité, revoir le jaune, Oui, je vois. c'est votre imagination. Elle ressuscite la perception. D'accord.
Et la mémoire, du coup? La mémoire, elle, est incapable de faire ça. Elle ne fait que rappeler le signe de l'idée ou les circonstances. On peut se souvenir du nom d'un parfum très rare qu'on a senti une fois, se rappeler où on était, avec qui, mais être totalement incapable de l'imaginer. De le ressentir à nouveau? Voilà. La mémoire, c'est l'étiquette sur le bocal. L'imagination, c'est la capacité à sentir l'odeur qui est dedans sans même l'ouvrir. C'est une idée assez contre-intuitive. J'ai l'impression de pouvoir ressentir certains souvenirs avec beaucoup de force. Condillac dirait que, dans ce cas, votre mémoire convoque le signe, le mot, l'image, et que c'est ce signe qui, par association, va déclencher votre imagination. Mais ce sont bien deux opérations distinctes. D'accord. Et c'est là qu'on arrive au cœur de sa pensée. Qu'est-ce qui nous donne le contrôle sur tout ça? Comment on passe de l'imagination involontaire, une odeur qui nous rappelle un souvenir, à la pensée dirigée? La fameuse question du passage de la réaction à l'action. Et la réponse de Condillac tient en 3 mots. L'usage des signes. Plus précisément, les signes que nous créons nous-mêmes, les mots. Pour lui, c'est la ligne de passage entre l'humain et l'animal. Ah. Les animaux, dit-il, ont une imagination. Un chien qui a faim peut avoir l'image de l'endroit où il a trouvé de la nourriture, mais c'est passif, c'est déclenché par la faim. Il ne peut pas décider de penser à cet endroit. Il subit son imagination. Mais attendez, on ne sous-estime pas un peu les animaux là? Quand mon chien se souvient de l'endroit où j'ai caché une friandise il y a 2 jours, et y retourne volontairement, en me regardant, ce n'est pas une forme de mémoire contrôlée? C'est un excellent contre-argument. Condillac répondrait que ce n'est pas un souvenir volontaire comme nous l'entendons. C'est ce qu'il appelle l'instinct. Une sensation présente déclenche une chaîne d'imagination si forte qu'elle entraîne une action. D'accord. Le chien ne se dit pas « Tiens, où a-t-il caché cette friandise? Ah oui, derrière le canapé. » Non, l'image s'impose à lui et le guide. Il n'a pas les étiquettes, les mots pour manipuler ses idées quand il veut. Donc les mots ne sont pas juste des outils pour communiquer avec les autres, ce sont les poignées qui nous permettent d'attraper nos propres idées. C'est l'idée centrale. L'invention des signes permet de construire la mémoire volontaire. Je peux décider de penser au citron juste en évoquant le mot. Et ça change tout. Ça change tout. Cette mémoire nous donne le contrôle sur notre imagination. Et cette maîtrise, c'est ce qui rend possible la réflexion. La réflexion, c'est la capacité de notre attention à se porter sur différentes idées, même sans les objets. On crée des chaînes de pensée. C'est un cercle vertueux. Plus on a de signes, plus on réfléchit, et plus on réfléchit, plus on peut créer de signes. Et comme tout bon empiriste, Condillac ne va pas se contenter d'une belle théorie. Il lui faut une preuve, une expérience. Et il pense à trouver dans le cas du sourd-muet de Chartres. Oui, pour lui, c'est une expérience de laboratoire offerte par la nature. L'histoire est celle d'un jeune homme de 23 ou 24 ans, sourd et muet de naissance, qui recouvre l'ouïe. D'un coup. On ne sait pas trop comment. Et pendant des mois, il ne dit rien. Il écoute, il absorbe, il associe les sons, les mots à tout ce qu'il voyait depuis son enfance. Il est en train de télécharger le système d'exploitation, en fait. C'est une très bonne image, oui. Et quand enfin il peut parler, on l'interroge sur sa vie d'avant. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête, avant les mots? Et ses réponses sont stupéfiantes. C'est-à-dire, Il n'avait aucune idée de Dieu, de l'âme, du bien ou du mal moral. Il voyait des gens mourir, mais il n'avait pas le concept de la mort comme fin. Sa vie était, je cite, purement animale, totalement absorbée par les sensations du moment présent. c'est fou de se dire que tout notre monde intérieur, nos débats moraux, notre capacité à nous projeter, que tout ça ne serait qu'un produit dérivé du fait d'apprendre à parler. C'est exactement la conclusion de Condillac. Cet homme est la preuve vivante de sa théorie. Sans les signes, son esprit était limité à la perception, à l'attention et à une imagination passive. Pas de mémoire contrôlée, pas de réflexion. Son esprit n'était pas cultivé. Voilà. Pour Condillac, ça prouve que la pensée complexe n'est pas innée, elle est construite socialement, par le langage. C'est ce qui lui fait dire que la plus grande source des idées des hommes est dans leur commerce mutuel. D'accord, le langage est donc notre super pouvoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté obscur? Est-ce que ce même outil ne peut pas nous piéger? Absolument. Et c'est là qu'il revient à sa critique des métaphysiciens. Le grand danger, c'est l'abstraction. Qui est pourtant bien utile. Indispensable même. C'est pratique de pouvoir dire animal pour parler d'un chat ou d'un chien sans tout décrire. C'est une économie de pensée. C'est un dossier qui regroupe plein de fichiers. Parfaitement. Le problème commence quand les philosophes oublient que ce n'est qu'un dossier et qu'ils commencent à traiter le dossier lui-même comme si c'était une chose réelle. C'est ce qu'on appelle la réalification. Ah oui,
Ils ne se contentent plus de dire «ceci est un corps», ils inventent une entité qu'ils appellent la corporaïté. Ils ne parlent plus des humains, mais de l'humanité, comme si c'était une essence cachée à l'intérieur des gens. Et à partir de là, ils peuvent se prendre la tête pendant des siècles pour savoir si l'humanité a une âme, indépendamment de tous les humains qui existent. C'est exactement ça. Ils se lancent dans des débats stériles sur des mots qu'ils ont vidés de leur sens, parce que ces mots ne renvoient plus à des sensations claires. Ils se battent avec des fantômes. Et la solution pour Condillac? Toujours la même, l'analyse. Pour chaque concept abstrait, il faut être capable de faire le chemin inverse. Il faut le décomposer jusqu'à retrouver les sensations simples et concrètes qui en sont à l'origine. Ne jamais se fier à une définition, dit-il, mais expliquer la génération de l'idée. En somme, si on résume ce parcours, c'est assez vertigineux. On part d'une seule brique, la sensation. De là, on empile la conscience, l'attention, puis la mémoire et l'imagination. Et ensuite, le langage arrive comme le ciment qui permet de coller tout ça ensemble et de construire des raisonnements complexes. C'est une tentative de désenchanter l'esprit, de le ramener sur Terre, de montrer que nos pensées les plus sublimes ne sont pas des dons du ciel, mais le produit d'un long décollage qui part de nos cinq sens et qui est façonné par le langage que l'on partage. Et ça nous laisse avec une pensée pour la route, j'imagine. Oui. Condillac soutient que sans les signes, sans le langage, on est à peine plus que des animaux guidés par un instinct qu'on ne contrôle pas. Et ça soulève une question essentielle pour nous aujourd'hui. Si toute notre capacité à réfléchir, à raisonner, à nous comprendre est bâtie sur les signes que nous utilisons, que se passe-t-il lorsque ces signes, nos mots, notre langage public, deviennent imprécis, corrompus ou utilisés pour obscurcir la réalité plutôt que pour la clarifier? Quelle partie de notre propre esprit échouons-nous alors à construire?